Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cycle de présentation que je vais dédier aux paramètres JLOD. Alors, cette présentation fait suite à une demande d'un client qui m'a demandé quelques explications, quelques précisions. Et en rédigeant le mail, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, j'en profite pour le partager directement avec vous sous forme de 4 vidéos. Alors, le paramètre JLOD est fondamental dans le système Pacdrive. C'est le paramètre qui va permettre d'assurer le meilleur compromis, précision, stabilité et dynamique pour les axes, y compris en robotique. Dans ce premier chapitre, je vais vous parler de généralité sur le JLOD. Je vais vous montrer comment obtenir l'aide en ligne et je vous parlerai sommairement d'une librairie d'autotune qui permet de faire automatiquement ce réglage de JLOD. Dans un deuxième chapitre, je vous montrerai un exemple concret sur un de nos bancs moteurs avec donc une limitation de courant à 10%. Très important, vous verrez qu'on va aller un petit peu chatouiller le moteur, les aspects mécaniques, donc très important de se mettre en condition de sécurité, surtout quand on débute sur ce genre de sujet. Et nous irons chercher la résonance du moteur, vraiment comme dans un système asservi, on va chercher le point de résonance d'instabilité et on réduit le gain pour que le système soit stable. Dans une troisième partie, je vous présenterai une séquence automatique pour aller chercher ce JLOD optimum. Parce que si on a une machine avec beaucoup d'axes et puis qu'on comprend bien ce qu'on fait, on peut très bien automatiser pour accélérer cette recherche du JLOD optimum. Donc, dans cette partie, nous regarderons la caractérisation de la résonance, c'est-à-dire l'amplitude du courant, la mesure du courant efficace, la fréquence. Et puis, je vous présenterai rapidement le programme pour faire ceci de manière automatique. C'est relativement simple. Voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez intéressant. Dans un dernier chapitre, je vous parlerai donc de la librairie Autotune, la fonction Autotuning intégrée dans Machine Expert. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolué et nécessairement complexe que ce que je vais vous montrer dans les 3 premiers chapitres. Mais voilà, je ne peux pas faire un cycle sur le JLOD sans vous parler à minima de l'existence de cette librairie. Très bien, alors commençons par ce chapitre 1 avec des explications théoriques sur le sujet du JLOD avant de rentrer dans les essais, dans la mise en œuvre, voilà, pour bien comprendre ce paramètre et ce qu'il signifie. Alors le premier point, c'est bien évidemment l'aide en ligne. Comme toujours, il faut se référer à ce qui existe. Donc, j'appuie sur la touche F1 pour lancer l'aide en ligne. Alors, je suis ici. Je vais aller à la racine de Machine Expert V2. Alors, je le fais en version 2.0, c'est pareil bien évidemment sur les autres versions. Et là, je vais saisir JLOD. Nous avons 3 entrées principales. La première concerne le Lexium 62. La deuxième, l'ILM 62, et le troisième, le Lexium 52. Dans la mesure où ces 3 moteurs sont pilotés par le même système Pacdrive, bien évidemment, on a rigoureusement la même aide en ligne. Je choisis le premier. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails, je vous laisse le consulter. C'est une approche très théorique, puisqu'on vous présente ici quelque part le modèle d'asservissement du moteur, c'est-à-dire la boucle de courant, la boucle de vitesse,
c'est complexe, même pour moi qui suis de formation automaticien. Voilà, le feed constant, j'ai une vague idée de ce que c'est, mais ça n'est pas suffisamment, comment dire, intelligible pour moi pour vous le présenter plus en détail. C'est un courant additionnel, mais voilà, je ne saurais pas vous l'expliquer avec des mots simples, donc je ne rentrerai pas dans ce niveau de détail. Simplement, voilà, cette partie de documentation existe. Vous trouvez également d'autres parties liées au G-Load, le Gear in, Gear out, feed constant, direction. Voilà, ce sont les paramètres principaux que l'on règle dans un axe PackDrive. Ceci était pour pouvoir arriver à l'aide en ligne. Alors peut-être un retour sur la machine synchrone, la machine synchrone. Elle, historiquement, et je me souviens d'avoir appris ça dans mes cours, dans mon école, il y a 30 ans, c'était le tout début de la machine synchrone autopilotée, et on se réjouissait de cette technologie, parce que c'est un moteur par rapport à la machine à courant continu, qui est vraiment une machine très simple à piloter avec un fort couple. Par rapport à la machine à courant continu, il n'y avait pas de collecteur de charbon. Donc c'était une machine, entre guillemets, inusable, avec beaucoup moins de maintenance, pour des performances quasiment équivalentes. Et j'ouvre une parenthèse, dans les voitures électriques, ce sont bien évidemment des moteurs synchrones autopilotés que l'on a aujourd'hui. Donc, la machine, cet aparté pour vous dire que la machine synchrone se pilote avec deux grandeurs que l'on a voulu équivalentes à la machine à courant continu pour simplifier les choses. La première grandeur, c'est le courant qui va nous donner le couple, exactement comme sur une machine à courant continu. Et la deuxième grandeur, donc un petit peu plus évoluée, c'est le champ tournant, le champ du stator, qui va permettre de donner la position, la vitesse et l'accélération. Et cette grandeur est homogène à la tension sur un moteur à courant continu. Alors, c'est un petit peu plus complexe, puisque un champ tournant, c'est trois tensions sinusoïdales alternatives. C'est un champ triphasé, donc c'est un petit peu plus complexe là que la machine à courant continu. Ces deux grandeurs, bien évidemment, sont liées, exactement comme dans la machine à courant continu. Plus il y aura de charge à entraîner, c'est-à-dire plus on aura d'inertie, plus il faudra de courant pour avoir une accélération identique. De même, plus on donnera de courant, plus on pourra accélérer fortement le moteur. Encore la même chose dit sous une forme différente, à courant constant ou à courant maximal, plus il y aura de charge à entraîner et moins on pourra accélérer. Eh bien, ceci, c'est tout simplement l'application pratique de la relation fondamentale de la dynamique pour les mouvements en rotation, c'est-à-dire somme des couples égale jθ seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde de la position, c'est-à-dire l'accélération angulaire. Alors, le G-Load, dans une certaine approximation, peut être vu comme comme l'unique paramètre à régler dans un système PackDrive. Pour information, depuis 7 ans que je mets en service des machines, une fois, j'ai eu à aller régler un autre paramètre que le G-Load. C'était un cas très particulier avec un système bielle manivelle qui devait faire un mouvement très rapide. Une bielle manivelle qui faisait une course de 300 mm en 100 millisecondes. C'est très rapide, donc pour atteindre cette dynamique, il a fallu aller toucher d'autres paramètres, mais dans toutes les autres applications, et je commence à en avoir mis en service quelques-unes, le G-Load suffit pour obtenir une dynamique satisfaisante de la machine. Alors, je vais vous donner quelques ordres de grandeur, quelques repères lorsqu'on a un courant limité à 10%. Alors, très important, dans ce cycle, dans les essais, je vais toujours travailler à courant limité et je vous encourage à en faire de même pour appréhender ce paramètre, le comprendre, le mettre en œuvre. Bien évidemment, quand vous le maîtriserez, vous pourrez, pour vos réglages ultimes, aller à des courants plus importants. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire.
Voilà. En tout cas, pour cette phase, donc lorsqu'on débute, je vous encourage à limiter le courant à 10%. Donc, on va, et dans le prochain chapitre, ce sera le cas, on va se référer à ce que j'appelle un petit moteur, c'est-à-dire un moteur avec un carré de 70, que ce soit un SH3, un MH3, pardon, il y a une coquille, BSH, c'est pas pour Pack Drive. Je parle du MH3 ou de l'ILM, avec un carré de 70, sans charge, sans réducteur, et lorsqu'on le met en couple, donc avec une limite à 10%, eh bien, c'est un moteur qui va avoir un couple nominal de 2,2 Nm, qui va avoir un couple maximal de 7,6. Ça, ce sont des données catalogues pour le SH3 0702P. Eh bien, avec une limite de courant à 10%, ça nous donnera un couple max à 0,8 Nm. C'est un couple relativement faible, hein. Ça fait... si on part d'une unité plus sensible en termes de mètres kilogrammes, ça fera 1 kg à 10 cm de l'axe. Voilà, c'est petit et c'est surtout quelque chose que l'on va pouvoir à la main aller voilà, mesurer ou avoir quelque part une représentation concrète de ce que ça représente. Alors, dans ces conditions, avec un J-load à 0, on peut légèrement tourner l'axe de plus ou moins 10, 20, 30 degrés. Le moteur va nous apparaître, entre guillemets, mou. Lorsque l'on va passer le J-load à 2, le moteur va se durcir, il va être plus réactif. On va sentir que vraiment, instantanément, le courant se met en place pour équilibrer l'effort que l'on fera à la main. Il faudra forcer plus pour le déplacer de son point d'équilibre. D'un point de vue asservissement, on comprend que ça revient à avoir augmenté le gain de boucle statique. Si on augmente encore jusqu'à des valeurs de 4, 5, 6, le moteur va devenir de plus en plus dur et il va pouvoir se mettre à résonner, à vibrer. Alors là, je ne donne pas de valeur précise parce que ça va dépendre de la température du moteur. Dans le chapitre suivant, nous verrons qu'à froid, on peut avoir ce point de résonance avec un J-load un petit peu plus grand. Et quand le moteur va monter en température, eh bien, ce J-load va descendre. C'est tout à fait normal, hein. Quand on monte en température, on réduit les frottements. Donc, moins de frottements, moins d'inertie. Enfin, moins de frottement, moins d'inertie. Non, c'est pas tout à fait exact. Mais moins de frottement, il va falloir baisser ce paramètre qui est, encore une fois, à l'image du gain de boucle statique pour ne pas avoir de vibration, de résonance, voilà, pour revenir dans la zone de stabilité. Une précision importante, résonance, c'est RE, c'est la résonance du son, c'est pas la raison RAI, c'est pas la raison au sens philosophique. Voilà, je le précise parce qu'on peut faire confusion entre les deux. Alors, partant de cet ordre de grandeur à vide, eh bien, plus on aura d'inertie de charge sur le moteur, plus on pourra et plus il faudra augmenter le J-load pour avoir une dynamique satisfaisante par rapport aux besoins. Maintenant, quelque chose à savoir, lorsqu'on ajoute un réducteur. Dans le slide précédent, on était moteur à vide, hein, le moteur que l'on va essayer de déplacer à la main. Maintenant, on va rajouter un réducteur. Donc, un réducteur de rapport N, 2, 4, 5, 10. Quand on va se ramener au moteur, il faudra multiplier le J-load par le carré de N. Et je vais tout de suite vous donner un exemple. Alors un exemple dont les valeurs n'ont pas de sens physique, hein, c'est juste un exemple pour comprendre. Imaginons qu'on ait un réducteur par 10 et une charge à entraîner de 10 kg/m². Imaginons que pour être rigide, réactif, ne pas être à la résonance, il faille un J-load à 200. C'est une valeur arbitraire qui n'a pas de sens physique, hein, ne m'en voulez pas, c'est juste donné à titre d'exemple.
Eh bien, si pour le même axe, on passe d'une charge de 10 à 30, sortie réducteur, c'est-à-dire que l'on multiplie par 3 l'inertie, alors, le J-load devra être multiplié par 3 au carré. Par 3 au carré, c'est-à-dire par 9. Un point important à avoir à l'esprit, ça peut surprendre, mais le J-load peut varier dans de très très grandes valeurs. Dans la documentation, il est écrit que le J-load peut atteindre la valeur de 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard. Effectivement, on comprend très bien, avec les histoires de réduction, que ce J-load peut prendre de très très grandes valeurs. Tel qu'il est réalisé, le pilotage de la machine synchrone dans Packdrive permet le fait que même si le J-load n'est pas réglé, même s'il reste à sa valeur par défaut, c'est-à-dire 0, du moment que l'on a un réducteur sur l'axe, eh bien globalement le pilotage sera, alors je l'ai mis entre guillemets, pas trop mal. C'est-à-dire qu'on ne sera pas optimisé, on n'aura pas la meilleure dynamique, mais on sera fonctionnel. Et ça, c'est vraiment un des points majeurs, un des avantages majeurs de Packdrive. Je répète, même si on n'est pas réglé, si on reste à la valeur par défaut, si on a un réducteur sur l'axe, et c'est très souvent le cas, eh bien, on aura un pilotage qui sera fonctionnel, voilà, qui n'oscillera pas par défaut et qui permettra malgré tout de tenir certaines performances dynamiques. Alors le principe du réglage, je crois que j'en ai parlé un petit peu rapidement. Donc l'idée va être de mettre le moteur en couple dans son environnement définitif, c'est-à-dire avec la charge et le réducteur. Alors attention aux charges verticales, surtout avec la réduction de courant à 10%. Avant de faire ceci, assurez-vous bien qu'il n'y a pas de risque de chute, de mouvement, de déplacement. Voilà, si c'est un point très important. Encore une fois, on touche à des paramètres importants de la régulation. Il faut faire très attention. Alors, dans le réglage manuel, on va utiliser le mode jog. Je dis par exemple parce que on pourrait faire la même chose avec un mode positioning ou autre. Le plus simple est de le faire en jog, c'est-à-dire sans déplacement, sans mouvement de l'axe. Par rapport à ce que je vous disais, notamment les charges verticales et le risque de résonance de l'asservissement, prévoyez toujours d'avoir à proximité le bouton d'arrêt d'urgence. Et ne faites ce réglage que lorsque votre boucle de sécurité est fonctionnelle. C'est-à-dire que vous êtes sûr que lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, votre moteur va s'arrêter, le frein éventuel va tomber. Très important. Donc l'idée, c'est que on va augmenter peu à peu le J-load en partant de la valeur 1 et on va l'augmenter en suivant une progression géométrique de raison adaptée. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons vu précédemment que le J-load pouvait varier de petites valeurs jusqu'à des très grandes valeurs et que eh bien, on ne peut pas faire une progression de 1 en 1 quand il faut finir à 10 000, 100 000. On ne peut pas faire de progression de 10 en 10 ou de 100 en 100 quand le bon réglage va être par exemple autour de 25. Eh bien, pour pallier à ceci, on va utiliser des progressions géométriques. Alors, à vous de voir, et encore une fois, avec vos premiers essais, vous trouverez quelle est la bonne raison à utiliser. Si vous avez un très gros moteur, un carré de 140, vous allez pouvoir partir peut-être sur une progression de 1,5, sur une raison de 1,5.
Si vous avez un SH70, eh bien vous partirez avec des petites raisons, voire des moyennes raisons, si vous avez une très bonne mécanique très rigide. Mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'il vous faudra appréhender, déterminer par vous-même, et c'est pour cela que je vous donne quelque part ces explications, ces principes théoriques, pour que vous puissiez comprendre et aborder par vous-même votre propre mécanique. Alors, attention, il adviendra une valeur de J-load pour laquelle le moteur va se mettre à résonner, à vibrer. Ça peut être bruyant, vous pouvez être surpris. C'est la raison pour laquelle donc je vous recommande d'avoir un arrêt d'urgence. La première fois que vous le ferez, vous entendrez un grand bruit, ça va résonner dans l'atelier, vous appuyez sur l'arrêt d'urgence et vous aurez compris que vous avez atteint la résonance. Bien évidemment, c'est une résonance électrique, une résonance d'asservissement. La fréquence est supérieure à 100 Hz, 150 Hz, donc c'est dans le domaine de l'audible. Ne soyez pas surpris, c'est une résonance que j'appelle électrique. C'est pas une résonance mécanique. Il n'empêche que cette résonance n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la mécanique. Voilà, on peut aller dans cette zone de résonance, il ne faut pas y rester longtemps. Voilà, d'où, je répète, le bouton d'arrêt d'urgence à proximité. Une fois que vous avez trouvé ce début de résonance, cette partie un petit peu sensible, cette jonction entre la stabilité et l'instabilité, eh bien vous diminuerez cette valeur par exemple de 30% pour avoir un petit peu de marge. Encore une fois, avoir de la marge dans la stabilité et anticiper que le moteur va monter en température. C'est-à-dire que si à froid vous êtes à une valeur de début de résonance de 360, quand le moteur va monter en température, cette valeur de J-load va diminuer. Voilà. Je vous donne une marge de 30%, là aussi c'est l'expérience. Ne m'en voulez pas si pour votre machine il faut une marge de 40 voire 50%. Voilà, il n'y a pas deux cas identiques. C'est pour ça que je préfère insister sur la méthodologie que sur des valeurs figées et définitives. Alors, le paramètre J-load n'est pas envoyé sur le Cercos à chaque cycle. Donc, si vous le configurez à la main dans Machine Expert, tout se passe bien. Mais si vous imaginez de le faire de manière par programme, si vous implémentez un algorithme de réglage automatique, de recherche automatique de ce point, eh bien, il vous faudra prévoir des tâches de priorité différentes pour éviter qu'une tâche reste bloquée sur l'envoi du paramètre J-load sur le Cercos et pour éviter donc d'avoir des exceptions liées au watchdog. Je vous montrerai ceci dans le chapitre 3. Je vous expliquerai comment faire cela dans le programme. Alors le point de résonance se trouve bien évidemment à l'oreille, c'est une fréquence audible comme je vous ai dit, mais pour être plus précis, plus rigoureux, eh bien nous allons faire une trace avec trois paramètres que vous retrouverez très souvent dans le réglage d'un axe, c'est-à-dire la position, surtout la position pour une analyse quand on est en dynamique sur l'axe. Là, dans le cas que je vous montrerai, c'est pas trop intéressant puisqu'on est en statique, on va être en jog sans bouger, mais si vous voulez analyser ceci, par exemple en cycle de cam ou en positioning, il faudra tracer la ref position. Donc, ref position, tracking deviation, l'erreur de poursuite, l'erreur, et le courant. Comme je vous ai dit, voilà, en jog, le ref position sera constant. Les oscillations que l'on va entendre à l'oreille, bien évidemment, on les retrouvera dans le tracking deviation et le courant. On retrouvera quelque chose où on s'attend à trouver un sinus. C'est la base des oscillations de premier ordre des systèmes asservis.
Donc, ce J-Load également, ayez à l'esprit qu'il est fortement corrélé à la qualité de la mécanique de l'axe. Si vous avez du jeu, et je dirais plutôt plus le jeu va être important dans l'accouplement, dans le réducteur, plus il faudra baisser, plus il faudra limiter le J-Load. Donc, quelque part, plus il faudra baisser la dynamique de l'axe. Plus la qualité de la mécanique est élevée, plus on pourra augmenter le J-Load avant d'arriver à la résonance. Et quelque part, plus l'axe aura une dynamique élevée. Cette méthode de recherche du J-Load, cette recherche du point de résonance haut, elle peut également vous permettre de mettre en évidence des fréquences que je caractérise de mécanique, des fréquences basses. Globalement des fréquences inférieures à 100 Hz. Donc le principe est le même, vous allez faire une trace avec ref position, tracking deviation et current, et vous allez par l'analyse des fréquences trouver si vous avez affaire à une fréquence électrique ou une fréquence mécanique. Donc une fréquence supérieure à 100-150 Hz, c'est une fréquence électrique, nous le verrons dans le prochain chapitre. Eh bien, il va falloir baisser le J-Load pour revenir à une zone stable. Si vous trouvez une fréquence entre 10 et 150 Hz, eh bien, vous avez affaire à une fréquence mécanique, une zone de résonance. Eh bien, il va falloir là aussi limiter le J-Load pour sortir de cette résonance. Tout simplement, c'est que vous avez trouvé une fréquence propre de résonance liée à une certaine élasticité sur la machine. Donc le principe reste le même, hein, même pour ces fréquences basses. Il va falloir chercher le début, l'apparition de la résonance et réduire de 30% pour revenir en zone de stabilité. Je vous livre un verbatim, une fréquence qu'un client me dit assez souvent et que j'aime beaucoup. Il me dit le jeu c'est l'âme de la mécanique. Voilà, c'est l'âme ou c'est l'émotion de la mécanique. Il en faut, mais il en faut pas trop pour rester dans une zone de dynamique correcte et intéressante. Alors, non lié à ces histoires de J-Load, non directement lié au J-Load, mais quand même à garder à l'esprit, parce que c'est des choses que l'on voit aussi, et il m'est arrivé quelquefois en début de mise en service, on se rend compte qu'on n'arrive pas à régler le J-Load, on n'arrive pas à avoir les performances que l'on voulait, et dans ce cas-là, eh bien, il faut revenir un petit peu au sizing de l'axe. Et revenir sur un critère important qui est le rapport d'inertie entre charge et moteur. Dans l'outil de sizing, on voit ce critère et je ferai, je pense, dans quelques temps, une présentation sur le sujet du sizing, qui est un sujet complexe. Il faut avoir à l'esprit ce critère, ce ratio inertie charge sur inertie moteur, c'est un critère fondamental dans le métier du motion. Si le ratio inertie charge divisé par inertie moteur est supérieur à 10, alors l'axe sera difficile à piloter. Il ne faudra pas s'attendre à avoir une très grande dynamique. Alors, c'est possible, hein, on peut piloter du motion dans ces cas-là, mais il ne faudra pas s'attendre à une très très grande dynamique, une très grande performance. Volontairement, il faudra brider les accélérations, soit pour éviter la résonance, soit pour éviter le tracking deviation, puisque, voilà, globalement, petit moteur, grande charge, ou petit couple moteur, grande inertie, voilà, ça le fera pas très bien. Si ce rapport est inférieur à 10, alors globalement, on pourra avoir un pilotage assez simple et des performances dynamiques assez intéressantes. Globalement,
si ce ratio est inférieur à 10, on trouvera toujours une façon de piloter à peu près correctement l'axe. Si ce ratio est égal à 1, alors c'est la condition parfaite. Mais c'est très cher, parce que souvent il faut aller chercher un couple moteur beaucoup plus intéressant. C'est l'analogie mécanique de ce qu'on trouve en électronique, c'est-à-dire impédance de sortie d'un générateur égale impédance d'entrée d'une charge. En électronique, on peut y être assez facilement, on va le chercher assez facilement. En mécanique, non. On va se contenter d'être inférieur à 10, et quand on est dans une zone autour de 4-5, c'est parfait, on n'a aucun problème pour régler l'axe et le piloter avec une dynamique intéressante. Alors ce critère cette valeur 10, c'est un point de départ. On peut monter un petit peu plus haut, on peut aller jusqu'à 15-20 sur les gros moteurs, les grandes inerties. On restera encore dans des zones assez faciles à régler. Par contre, sur les petits moteurs, là, cette valeur 10, elle peut devenir plus basse. Et sur les tout petits moteurs, on peut devoir aller chercher un ratio de entre 4 et 6. Voilà, cette notion de variabilité autour de 10, je la dois à mon collègue Arnaud, qui fait beaucoup plus de sizing que moi, beaucoup plus souvent. Voilà, et c'est lui qui m'a expliqué ça, j'ai pu le vérifier, donc voilà, je lui fais un clin d'œil dans cette partie-là. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à savoir, à avoir à l'esprit autour du G-Load. Alors je vous en ai parlé en... Ah pardon, j'ai encore une ligne. Oui, dans le cas où l'inertie charge divisée par l'inertie moteur est supérieure à 10, le G-Load devra être fortement dégradé, les performances fortement diminuées pour avoir quelque chose d'à peu près stable. Et toujours pareil, on ira chercher le point de résonance, on diminuera de 30%. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette présentation, voilà, c'est important, gardez-le à l'esprit, zone de début de résonance, marge de 30%. Voilà, c'est tout ce qu'on a à savoir sur l'aspect du G-Load dans un premier temps. Je vous le disais en introduction, il existe une librairie Autotune dans la documentation. Alors, je vais revenir ici sur comment y accéder. Toujours important dans l'aide en ligne, comment y accéder. Eh bien, tout simplement, vous tapez Autotune et normalement, l'aide vous renvoie vers la librairie. Voilà, Autotune Library Guide. Voilà, ce sont les captures d'écran que je vous ai mises ici, avec en particulier les choses deviennent intéressantes dans le chapitre commissioning, procédure, description. C'est là qu'on est vraiment au cœur de l'utilisation de cette librairie. Pour rajouter cette fonction également, vous pouvez le faire. Alors je vais le faire vraiment de manière très très sommaire pour vous montrer, mais encore une fois, je dédierai un chapitre à ce sujet-là. Donc sur application, vous faites Add Object et là vous ajoutez Automatic Controller Optimization et c'est là que ça va vous rajouter donc ce que je vous décris ici, c'est-à-dire la librairie, une tâche qui est appelée dans la librairie et une visualisation. Donc l'ajout se fait de manière automatique, c'est probablement un script Python qui ajoute tous ces éléments-là. Je ne vais pas plus loin pour le moment dans ce sujet-là. Je ferai donc le chapitre 4 dédié à cette partie d'autotuning. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction, ce chapitre 1. Le prochain chapitre, donc, nous allons faire une mise en œuvre concrète du réglage du G-Load à la main sur le moteur. Je vous remercie.